Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Vidi, retour aux sources, tome 2. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie est un mensonge. Plus j'enquête sur la mort de mon père, plus je me mets en danger. Marc s'avère être un menteur, lui à qui je pensais pouvoir faire confiance. Il n'est pas ce qu'il paraît et le pire, c'est que malgré cela, je suis incapable de lui tourner le dos. Mon patron est peut-être un baron de la drogue, déguisé en doyen respectable, de l'une des 5 meilleures universités du pays. Comme si je pouvais le démasquer, en espérant convaincre qui que ce soit. Mais c'est plus fort que moi. Je devrais apprendre à tenir ma langue. Quelqu'un a décidé de m'y forcer. De me faire taire une bonne fois pour toutes. Vidi est le tome 2 de la trilogie romantique à suspense Retour aux sources par Mélie Rennes, auteur à succès au classement du USA Today. Veni, croisillon 1. Vidi, croisillon 2. Vici, croisillon 3. Chapitre 1. J'essaie d'écraser son pied avec mon talon, mais il bouge et rit tout bas à mon oreille pendant que je me tords et que je lutte, le cou en feu. Il exerce une pression dans le creux entre ma clavicule et la base de mon cou, une sensation qui me provoque des hauts-le-cœur. Ce n'est pas une blague, tu sais, dit-il en m'entraînant derrière une voiture. Je lui laboure le bras avec mes ongles, et il émet un bruit de gorge en signe de dégoût. Cependant, il ne parle pas. Bientôt mes pieds ne touchent plus le sol, comme si je ne pesais rien. Que fait-il exactement? Quand il me pousse derrière un pilier, la colère prend le dessus. Une rage folle emplit mon regard et je lui décoche un violent coup de coude. L'instant d'après, je cesse de me débattre. Le sac à dos glisse de mes épaules, me laissant un peu plus de liberté. Un poids mort est toujours difficile à manipuler, quelle que soit la force de l'assaillant, et mon mouvement le déséquilibre à l'instant même où j'envoie un coup de pied vers l'arrière, en hauteur. Mon talon percute une masse de chair souple et l'air est expulsé de ses poumons. Ah! Ma cible est atteinte. Je m'écrie alors. Marc, dis-je d'une voix haletante. Sa poigne est toujours redoutable, mais maintenant je peux le voir. Son regard est effrayant. Froid. Calculateur. Celui d'un tueur. Ferme-la si tu veux rester en vie, souffletait-il en me poussant au sol sous un escalier métallique. Au moment où nous nous accroupissons, j'entends des chaussures à talons claquer sur le bitume au pas de course. C'est un bruit sec et catégorique. Non, pas des talons hauts. Les chaussures d'homme. La respiration de Marc ralentit, en parfait contrôle. Bientôt, il est complètement silencieux. Il jette un coup d'œil sur le parking, raide comme un robot. Un robot conçu pour me protéger. Super. Personne n'a pris la peine de me dire que j'étais secrètement Sarah Connor, et que j'avais mon propre Terminator. Qu'est-ce que tu... Ses doigts m'imposent le silence, s'enfonçant dans ma bouche avec une telle vigueur que je sens mes commissures s'étirer. Il plaque sa paume sur mes lèvres. J'essaie de mordre, mais il sait exactement comment placer ses doigts. Sans que je comprenne comment, il parvient à me bâillonner et me faire taire sans me donner aucun moyen de riposter. Comment s'y prend-il? Mes cheveux sont coincés entre mon épaule et le mur froid et sale derrière moi. La main de Marc est salée, épaisse dans ma bouche. Mes lèvres desséchées bourdonnent. Des notes cuivrées envahissent mes sens à mesure que le goût du sang me parvient. Mon cœur cogne si fort dans ma poitrine que j'ai l'impression que mes yeux tressautent à chaque battement. Je ferme les paupières quand tout se met à tourner. Marc est-il le ravisseur de la vidéo? Amy est-elle détenue captive par Marc? Les bruits de pas s'éloignent lentement. J'entends une porte métallique s'ouvrir, puis le lent grincement de sa fermeture. Clic. Enfin, Marc libère ma bouche et me lance un regard féroce. Il n'a pas besoin de parler pour que je comprenne. Tais-toi. Baissant les yeux, je comprends pourquoi il n'a pas utilisé son autre main pour me faire taire. Il tient une arme. Je laisse échapper un gémissement. C'est plus fort que moi. Je me laisse tomber sur un genou, sentant aussitôt un craquement inquiétant. Je ne peux pas détourner les yeux de cette arme. Une odeur de sueur et de panique emplit mes narines. Difficile de savoir s'il s'agit de celle de Marc ou de la mienne. Mais un coup d'œil vers son visage m'apprend qu'il ne panique pas. C'est le contraire. Il est en contrôle absolu. Tu vas me kidnapper aussi? Je sais que je ne devrais pas parler,
mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ajoute. Comme Amy? Il penche la tête, la mâchoire serrée. Sa langue passe entre sa joue et ses dents, et il me regarde fixement. Une expression caractéristique. Les sourcils relevés, les yeux plissés et pleins de colère, les joues creusées par l'incrédulité. Tu crois que c'est moi qui ai kidnappé Amy? Non. C'est vrai. Le mot non me vient à l'esprit sans hésitation, aussi vif qu'un claquement. Juste une fois. C'est brutal, comme une balle de pistolet à air comprimé que j'aurais prise en pleine tête, en train de ricocher dans tous les sens. Non, 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 non. Mais je ne le dis pas. Je me contente de le fusiller du regard. Dans l'attente. Mon Dieu, Carrie. Sa voix exprime une telle trahison que j'en ai mal au ventre. Mon sang, soupire-t-il en détournant le regard. Si je l'avais poignardé dans la rate, je n'aurais pas pu lui faire plus mal. C'est ce que tu penses de moi? Je laisse tomber mon autre genou au sol, et ma jupe s'accroche à un morceau de métal sur le béton derrière moi. Le son infâme du tissu qui se déchire remplit mes oreilles. J'ai l'impression que mon cœur est déchiqueté par le ton de sa voix. Ces mots sont empreints d'une véritable angoisse. Que suis-je censé penser maintenant? Que suis-je censé ressentir? Je ne sais pas, dis-je enfin. Marc m'observe, mais je suis incapable de le regarder dans les yeux. J'ai honte. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. C'est pourtant lui qui vient de m'attraper. Il m'a fait du mal. Je ne sais même pas ce qu'il va faire de moi. Et c'est moi qui ai des excuses au bord des lèvres? Comment ça? J'essaie de te protéger, crache-t-il. Tu as une drôle de façon de le montrer, dis-je en touchant délicatement ma lèvre fendue. Il en avait après toi. Qui? Eric. Je m'esclaffe. Eric? Eric ne ferait pas de mal à une mouche. Marc regarde mon poignet avec insistance. Oh, c'est vrai. Ça. Le saignement s'est arrêté, mais le sang a coulé partout. Et puis j'ai aussi du sang sur le visage. Tout n'est que désordre, à l'image de mes pensées. Mes peurs. Mes sentiments. Absolument tout chez moi. Dans une fatigue extrême qui me paraît dater de plusieurs milliers d'années, je rétorque. Tout ce que je sais, Marc, c'est que tu sembles savoir exactement qui a enlevé Amy. Tu en sais beaucoup plus que tu ne le dis à quiconque, y compris au chef de la police. Et bon Dieu, si tu as fait du mal à Amy après ce que tu as fait à mon père. La main de Marc se pose à nouveau sur ma bouche, mais je la repousse. Carrie, tu es en terrain dangereux ici. Va te faire foutre, Marc. Il a un mouvement de recul, atterré. Ce serait comique si nous n'étions pas accroupis dans un parking, sous un escalier, alors que je suis en sang et qu'il tient un pistolet. Quoi? Il sait que je n'aime pas les gros mots. D'ailleurs, il n'en a jamais entendu de ma bouche. Papa disait toujours que ce n'était pas parce que j'avais été élevée par un patron de bar, que je ne pouvais pas me comporter comme une dame digne de ce nom. Cela dit, il est temps d'arrêter de me soucier de cela lorsque mon ex a peut-être kidnappé ma meilleure amie, et qu'il est peut-être en train de m'enlever moi aussi. Va. Te. Faire. Foutre, dis-je avec une clarté glaciale. Ça me fait froid dans le dos et mon cœur cesse de battre. Son visage blêmi et des yeux préoccupés me fixent. Il commence à dire quelque chose, puis il s'interrompt en regardant soudain autour de lui. Je suis debout, mais il saisit mon poignet blessé et me tire violemment. J'esquisse un brusque mouvement de recul, va te faire foutre, et ma hanche heurte un pilier. Il perd l'équilibre sans lâcher prise, et je bascule vers l'avant, me cognant la tête sur une marche métallique recouverte de béton avant d'atterrir sur lui. L'instant d'après, le monde est plongé dans l'obscurité. Chapitre 2. La première chose que je ressens, c'est une intense sécheresse. Ma bouche est aussi désertique que le Sahara. Je me fais violence pour entr'ouvrir les lèvres. C'est aussi douloureux que d'arracher une bande de cire dépilatoire de mon tibia. Carrie? Faites une voix d'homme. Je chuchote. Papa? Non. La voix de l'homme est douce, un peu interloquée. Non, répète-t-il. Je sombre à nouveau. Je rêve de mon père. C'est un beau rêve. Quand je me réveille, ma bouche est encore plus sèche et mon crâne palpite. Je souris en pensant à papa, et comment
Oh. C'est vrai. Il est mort. Et Amy a disparu. Amy. Mark. Ma tête. Le parking. Je me redresse en poussant un cri. Je me trouve sur un lit inconnu, dans une petite chambre où des rideaux en dentelle bordent une étroite fenêtre. Les murs en lambris de bois bon marché sont recouverts d'une peinture blanc cassée, tachée et craquelée. Je crie plus fort en essayant de me lever. Mes yeux font la mise au point. Je tends la main pour toucher ma tête, et je sens mon épaisse tignasse s'en mêler. Des mains fortes se posent sur mes épaules, et je me contorsionne pour me dégager. La douleur dans ma tête devient insupportable et... je m'évanouis. Je me réveille dans l'obscurité la plus totale. La lune projette de petites ombres contre le mur. Sa lumière passe à travers les motifs en dentelle devant la fenêtre. Le bruit de quelqu'un en train de remuer quelque chose attire mon attention. Ma mâchoire semble ankylosée et l'orbite de mon œil n'est qu'un cratère de douleur. J'essaie de m'asseoir mais je me coince les cheveux sous mon coude. Quelques-uns s'arrachent, et j'éprouve une vive sensation de déchirure sur mon cuir chevelu. Une vague de nausée me saisit. La voix d'un homme me parvient de loin, des chuchotements. Ça s'arrête puis ça recommence. Une conversation téléphonique ? J'aperçois quelqu'un dans l'autre pièce. La porte de cette pièce, une chambre vraisemblablement, est grande ouverte. Si je suis retenue captive, on ne peut pas dire que mon ravisseur fasse du bon boulot. Mes doigts jouent avec le coton fin et souple du drap sous lequel je me trouve. Mes jambes sont nues, et mes genoux frottent contre le tissu. J'y ressens de petits picotements de douleur, une certaine raideur. Je rejette alors le drap. Mes genoux sont aussi rouges que des ulcères à vif. Ma jupe est déchirée. Si c'est la nuit, alors c'est que j'ai raté le reste de ma journée de travail. Et ma tête me fait l'effet d'un ballon de baudruche rempli de marshmallows. Dans un micro-ondes, qui plus est. J'allais l'emmener aux urgences, mais... c'est tout ce que j'entends. Où suis-je ? Je tourne lentement la tête vers ma gauche en me redressant. Ma hanche me fait souffrir le martyre. J'aperçois un verre d'eau sur la table de nuit, et je le prends. À ma grande surprise, mon bras et ma main vont bien. Je commence à boire avec avidité et je m'étrangle un peu, mais je persévère. Je renifle et jette un regard circulaire. La douleur dans ma tête est moindre, mais ma vision est étrange. Pas vraiment floue et je ne vois pas double, mais quelque chose cloche. D'autres pas se font alors entendre et un homme apparaît dans l'embrasure. Mes yeux s'accoutument à la pénombre. Mark. Où est Amy ? Dis-je d'une voix rauque. Le son m'évoque du verre pilé mélangé à des cailloux, sur fond de tronçonneuse. Si je le savais, elle serait là, déclare Mark solennellement. Fais-moi confiance. Il s'avance et je peux voir son visage. Il s'inquiète pour moi. Il vient de me kidnapper, alors pourquoi ce regard soucieux ? Je saigne du nez et je renifle. Il s'empresse de me donner une boîte de mouchoirs, et je m'en fourre un dans la narine sans grande élégance. Tu m'as enlevé, dis-je. Cobb, veux-tu que je te croie ? Quoi ? Il essaie de ne pas rire. Je retire le mouchoir de mon nez, et le fusille du regard. Je répète. Tu m'as enlevé. Comment veux-tu que je te croie ? Je ne t'ai pas enlevé. Je t'ai secouru. Je touche ma blessure à la tête avec précaution, puis je regarde mes genoux et me palpe la bouche du bout des doigts. Tes techniques de sauvetage sont vraiment très douloureuses. Son visage s'assombrit. Il s'assied sur le bord du lit et se penche en avant, les coudes sur ses genoux. Ses mains fortes s'enfouissent dans ses cheveux, et je constate qu'il n'a pas d'arme. Ce n'est pas comme ça que je voulais m'y prendre, dit-il lentement. Un long soupir lui échappe. Je suis vraiment désolé que tu sois blessé. Il s'interrompt avant de reprendre. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Ces paroles de ce matin me reviennent en mémoire, je ne suis pas celui que tu crois. Que se passe-t-il ? Je bois encore un peu d'eau, avant d'essuyer ma lèvre fendue. Je n'ai pas peur en ce moment. Mark ne semble pas m'avoir enlevé pour de mauvaises raisons, auquel cas il se comporterait autrement. Cela dit, existe-t-il de bonnes raisons de kidnapper quelqu'un ? Toujours est-il que je ne me sens pas en danger. Du moins, pas le même genre de danger que celui auquel est confronté Amy. Il se retourne et ses yeux se concentrent sur mon verre d'eau à présent vide. Tu en veux encore ?
me demande-t-il, ignorant ma question. La fine cicatrice le long de sa mâchoire ressort. Il est tendu. C'est bien normal. Il m'a blessé. Physiquement cette fois. Mon estomac gronde comme une bête féroce. Il m'adresse un demi-sourire un peu triste. L'eau et le repas arrivent. C'est le règlement de la prison. Tu n'es la prisonnière de personne, précise-t-il. Soudain, je comprends où je suis. Il me suffit d'un regard dans la pièce. L'uniforme de Marc, soigneusement repassé et suspendu, se trouve dans un placard de l'autre côté de la chambre exiguë. La porte du petit placard est ouverte et à l'intérieur, une ampoule dénudée éclaire le peu de vêtements qui s'y trouvent. Il a toujours porté des tenues décontractées, comme des t-shirts et des jeans. Et puis, il y a ses uniformes de police. Je ne l'ai jamais vu porter autre chose. Je suis dans sa chambre, dans le mini-chalet derrière la maison de Brian et Hélène. Alors qu'il revient avec un verre de ce qui semble être du jus de pomme, et un plateau de fromage et de biscuits apéritifs, je demande à nouveau. Que s'est-il passé? La faim prenant le dessus, je dévore 2 portions de fromage et vide la moitié du jus. C'est divin. Vas-y doucement mon poussin, dit-il la voix vibrante d'inquiétude. Tu n'as pas mangé de la journée, et tu es blessé. Mon poussin. C'était le surnom qu'il me donnait, il y a des années. L'un des chiens du refuge s'appelait Poussin. Un vieux mastif énorme. Marc avait trouvé cette contradiction hilarante, et il s'était mis à m'appeler Poussin. Ce terme affectueux me déconcerte. Je suis déjà instable. Déboussolée. Perplexe et hésitante. Le mot Poussin ne fait que contribuer à mon état général. Arrête de gagner du temps et de m'appeler Poussin. Pourquoi m'as-tu agressé comme ça? Il soupire. Je ne t'ai pas agressé. J'essaie d'arquer un sourcil mais ça fait trop mal. La douleur irradie dans ma tête. On va se disputer, c'est ça? Ou comptes-tu t'expliquer avant que j'aille voir le chef de la police pour lui dire que tu sais qui détient Amy, et que tu étais au téléphone avec un type aujourd'hui à ce sujet, à lui demander de la cacher? Marc se pince l'arête du nez comme s'il avait mal. Ce n'est pas ça du tout, Carrie. Je mets un morceau de fromage dans ma bouche et je mâche, sans le quitter des yeux. J'essaie d'oublier que ma bouche me fait mal. Son téléphone vibre. Puis un deuxième téléphone prend le relais. Il sort les 2 appareils de ses poches pour consulter leurs écrans. Fronçant les sourcils, je m'exclame. 2 téléphones? Je m'arrête avant d'aller plus loin, en sentant de petites coupures sur mon visage se rouvrir. Il lève un doigt. Je vais tout expliquer dans 1 minute. Mange. On dirait qu'il me donne un ordre. J'en oublie complètement de manger, au contraire. Il ne va pas me dire ce que je dois faire. Je suis peut-être blessée par sa faute à côté de mes pompes, toujours à cause de lui. Il se pourrait même que je sois en danger et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il me protégeait, mais... Il n'a pas à me dicter ma conduite. Marc sort de la pièce. Je le regarde disparaître dans l'entrée obscure, ses fesses moulées dans son jean qui lui va comme un gant. Il est si grand et bien bâti, les épaules voûtées par la concentration, son t-shirt marron clair tendu sur ses muscles. Ses omoplates sont encadrés par des muscles puissants qui donnent à son dos des allures de cobra, et ses biceps sont bombés sous ses manches courtes. Il grogne au téléphone, essayant clairement de répondre avec le moins de mots possible. Est-ce parce que je suis ici? Que cache-t-il? Je prends le jus de pomme, et termine mon verre tout en essayant de donner du sens à la situation. Voici ce que je sais. Chez Minnie, il était au téléphone et parlait d'une certaine Ali qui ressemblait aux filles kidnappées. Il a évoqué le bourreau. Il a dit tant de choses déroutantes. Je dois m'en aller. Faisant glisser mes jambes hors du lit, je tends l'oreille vers la porte. Mon genou hurle quand je le plie. La voix sourde de Marc est lointaine. Il est quelque part dans le chalet, mais je peux sûrement m'éclipser et retourner à ma caravane avant qu'il ne me rattrape. Il est occupé. Je dois absolument m'enfuir et me cacher. Hélène doit se demander où je suis. J'ai disparu du travail, je ne suis pas allée chez Minnie et maintenant, Marc déforme tellement tout ce que je croyais savoir que mon cerveau ressemble à un bretzel. Je ne suis pas revenue en ville, pour que ma vie soit plus compliquée. Je passe par la cuisine pour rejoindre la porte de derrière, pieds nus, en boitillant.
Je tourne la poignée froide en métal avec ma main égratignée, tandis que le bruit de ma respiration résonne à mes oreilles. Soudain, tout mon dos s'embrase comme si l'on venait d'y gratter une allumette. C'est la chaleur du torse de Marc derrière moi. Il bloque ma main. « Où crois-tu aller ?» demande-t-il, la voix grave et enjôleuse. « Chez moi. » Trop dangereux. Je commence à souffler par le nez, mais je m'arrête. Évitons de saigner davantage. Comme si tu n'étais pas dangereux, toi ? Lâche-moi un peu. Je me lève en effleurant mon visage meurtri. Je sens ses épaules s'affaisser. Il est si proche. Il déglutit. J'entends le mouvement de sa gorge. Je le mérite, marmonne-t-il en s'éloignant. Il lève les deux mains, paume vers l'avant. Je les vois dans ma vision périphérique, alors qu'il recule d'un pas. Mes yeux sont fixés sur la petite vitre de la porte. Je prends une inspiration, puis j'expire, déplaçant mon poids d'une hanche à l'autre. « Tu peux y aller, » dit-il d'un ton neutre. Je sens qu'il se retient d'en dire plus. 1 million de questions me viennent à l'esprit et tourbillonnent dans ma tête, à commencer par la première. Une question vieille de 3 ans. Je me retourne et lève les yeux vers lui. Il faut que je le regarde, pour savoir s'il dit la vérité. Pourquoi as-tu dénoncé mon père ? Son regard change du tout au tout, comme s'il se rappelait un souvenir. Je respire fort. Chaque blessure sur mon poignet, mes genoux et ma bouche me fait l'effet de bris de verre arrosés d'eau salée. Je suis fatigué, épuisé. C'est long 3 ans quand on traîne autant de douleurs que moi. Je hausse les épaules, comme pour laisser tomber un sac à dos rempli de pierres. Il est temps de faire table rase du passé. Surtout de cette histoire inachevée entre Marc et moi. Je te l'ai dit, il le fallait. C'était ton boulot. C'est un cri que je pousse venu des tréfonds de mon ventre. C'est comme s'il avait été enroulé, à la façon d'un ressort attendant d'être libéré. Ton travail. Tu as dit que tu faisais juste ton travail, Marc. Mais c'est quoi ce travail ? Sortir avec des filles pour t'infiltrer dans leur vie et leur cœur, et rassembler de fausses preuves contre un homme qui était innocent ? Ma lèvre se fend à nouveau quand j'ouvre grand la bouche. Marc recule de 2 pas, et ses fesses vont heurter le dossier d'une chaise de cuisine. On dirait que je l'ai giflé. Tant mieux. Est-ce que ton travail consiste à débarquer chez une victime de kidnapping, et de parler de l'homme qui a fait le coup, et que manifestement tu connais, pour ensuite t'empresser de jouer la comédie en offrant ta compassion à la mère de la victime ? Est-ce que ton travail consiste à me sauter dessus dans un parking, et de faire semblant de m'enlever pour pouvoir ? Quoi donc ? Me fiche la trouille ? Me donner la peur de ma vie ? Essayer de me dissuader ? Il ne dit rien. C'est aussi ton travail de te taper Claudia Landau, et de t'immiscer dans sa vie aussi ? Il tressaille mais garde toujours le silence. J'aimerais qu'il dise quelque chose. J'ai très froid tout à coup, comme si toute ma colère m'avait soutenu, nourrie jusqu'à présent. Maintenant que je la libère, cette source d'énergie me quitte. J'ajoute. Si tout cela est vrai, Marc, alors tu as un métier vraiment passionnant. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie ? Son regard exprime 1000 émotions à la seconde. Il passe la main dans sa poche arrière, et un élan de panique m'envahit. Va-t-il dégainer une arme ? Ai-je tort ? Marc représente-t-il vraiment un danger ? Il sort un portefeuille. Je lâche avec dédain. Qu'est-ce que c'est ? Il l'ouvre. C'est un porte-cartes à 2 volets, qu'il jette sur la table de la cuisine. La faible lumière éclaire quelque chose de brillant à l'intérieur. C'est ton insigne. J'ai compris, Marc. Je me sens découragée et furieuse à la fois. Je ne sais pas quel sentiment ressentir à vrai dire, et mes nerfs semblent choisir de les ressentir tous à la fois. Regarde-le bien, Carrie, fait-il sur un ton péremptoire. Je me dirige en boitant vers la table, et je le ramasse. Mes yeux s'écarquillent avec incrédulité, quand je réalise que ce n'est pas un insigne de flic. Je suis un agent de la brigade fédérale des stupes, Carrie. Je travaille pour le gouvernement, et je suis en mission secrète. Chapitre 3. Il faut que ça arrive à un moment où je suis dans l'incapacité d'appeler Amy, pour tout lui raconter. Le souffle coupé, je demande. Tu es quoi ? J'ai l'impression que Marc émet des vibrations. Il se penche en avant, et pose ses mains sur le bord de la table.
Les extrémités de ses doigts sont livides. Les tendons au dos de ses mains ressortent, ses veines saillantes. Son torse se soulève et s'abaisse, ferme et massif, ses pectoraux contractés sous le tissu beige de sa chemise alors qu'il ne me quitte pas des yeux. Le regard qu'il me lance me donne envie de le serrer dans mes bras, et de le fuir en même temps. Je suis un agent de la DEA. Je n'arrive pas à le croire. Depuis quand ? Dis-je d'une voix haletante. Avant de te rencontrer. Quoi ? Sous le choc, ma voix a augmenté de volume. Qu'est-ce qu'il raconte ? Que veut-il dire par là ? C'est un quoi ? Je suis rentré d'Afghanistan, et ma formation dans les forces spéciales faisait de moi le candidat idéal, alors. Non. J'éclate de rire, comme si tout cela était irréel. Ce n'est pas croyable, alors après tout, je peux bien trouver le moyen d'en rire. Quelle absurdité. Tu es agent de police, c'est tout. Je savais qu'il avait servi en Afghanistan. Il l'avait mentionné brièvement, son regard sombre empreint d'une douleur atroce. Je ne lui ai jamais demandé plus de détails. Ce sujet m'avait semblé tabou, à l'époque. Maintenant, je regrette de ne pas l'avoir interrogé. J'ai bien peur que si, Carrie. Je n'ai jamais été un véritable policier. Enfin, j'ai toutes les autorisations légales et je laisse tomber. Je n'ai jamais entendu Marc bredouiller, parce qu'il était nerveux. C'est mignon, à la manière d'un adolescent maladroit qui essaierait de parler à une fille. Sauf que ce n'est pas un adolescent. C'est l'homme qui a fait arrêter mon père. Qui sait aussi qui a enlevé ma meilleure amie et qui se tient devant moi, en me disant que tout ce que je savais sur lui n'était qu'un mensonge. Je chuchote. Alors toute notre relation était fausse. Mon Dieu, bien sûr que non. Ses yeux brillent dans la lumière tandis qu'il m'adresse un regard féroce. Tu as été la seule partie réelle de toute ma vie ici, Carrie. La façon dont la lumière se reflète sur son visage me donne envie de pleurer. Ses yeux, sa peau, les muscles de sa mâchoire qui se contractent. La puissance de ses émotions me donne l'impression que des vagues de chaleur déferlent vers moi. Je suis engourdie. Mes oreilles bourdonnent. Je cligne des paupières encore et encore. C'est comme si mon corps était projeté dans l'espace et le temps, sans aucun contrôle. Et mon cœur n'a d'autre choix que de suivre le mouvement. Je jette son insigne sur la table. Il glisse jusqu'au bord, tombe et rebondit sur son pied. Je reprends la poignée de la porte, tremblant si fort que mes dents s'entrechoquent. Je n'ai pas froid. J'ouvre la porte et me retourne vers lui. Il a la mine basse, et ses doigts ont blanchi à force de se cramponner à la table. Ses cheveux plus longs que d'habitude tombent sur son front. Je ne peux pas voir ses yeux. Tout son corps est rigide, tendu, chacun de ses muscles bandés. Ses bras ont l'aspect du bois sculpté. En d'autres circonstances, je me rincerais l'œil. Un vrai régal pour les yeux. Je n'en perdrai pas une miette. Mais ce n'est pas le moment. On dirait que quelque chose vient de mourir entre nous. Combien de fois m'a-t-on menti sans que je le sache, au cours de ma vie ? Et combien de ce que je considère comme des vérités, n'en sont pas vraiment ? Comment ai-je pu donner mon cœur à Marc autrefois, pour être trahi aussi brutalement ? Ne pars pas, dit-il. Il me supplie, m'implore. Mais il n'a toujours pas relevé les yeux. Ses mots sont si éperdus que ce n'est pas nécessaire. Je sais ce que je verrai dans ses yeux s'il me regarde. Avant même de pouvoir m'en empêcher, je murmure. Donne-moi une raison de rester. Il lève vivement la tête, les yeux brillants. Je peux te donner 10 000 raisons, Carrie, si tu es prête à m'écouter. Il lâche la table et risque 2 pas vers moi. Je ne dis rien. C'est inutile. Les jeux de pouvoir à l'œuvre dans la pièce sont en ma faveur. Il m'appartient totalement. C'est enfin moi qui commande. C'est ce que j'ai désiré pendant des années. La vérité. Le pouvoir de connaître la vérité. Et celui d'agir en conséquence de cette vérité. Je ne savais pas qu'il y avait tant de vérité cachée, sous tant de mensonges. J'ai l'impression que mon souffle est constitué de milliers de plumes qui flottent dans mes poumons. Le temps semble ralentir. Sous l'effet d'une brise légère qui s'évanouit aussitôt, ma peau se met à fourmiller et les poils de mes bras se hérissent. Je ne suis que frisson et instinct. Plus rien n'existe hormis les palpitations dans ma gorge, mes yeux rivés sur le visage de Marc, ou encore la sensation de mon sang qui simultanément se fige et file à toute allure dans mes veines.
Je suis Carrie. Je suis ici et maintenant. J'ai envie de l'écouter, qu'il me prenne dans ses bras et me câline toute la nuit. Si Marc Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.